Vous êtes étudiant, membre d'une association de communes, élu, et vous souhaitez savoir quels sont les sujets qui sont portés au niveau d'une commune en termes de territoire intelligent. Je vous conseille d'écouter notre échange avec Vanessa Miranville, maire de la commune de La Possession et particulièrement investie dans les innovations urbaines. Bonjour, dans les précédentes émissions, nous avons exploré plusieurs aspects des villes intelligentes. Nous avons commencé à poser les concepts de base des villes intelligentes dans les 4 premières émissions. Si vous n'avez pas suivi, je vous conseille d'aller les visionner. Et puis nous avons ensuite examiné ces villes intelligentes, ces territoires intelligents en regardant les problématiques posées au niveau de la région, au niveau des intercommunalités. Et je vous invite aujourd'hui à comprendre quelles sont les problématiques qui sont gérées et qui sont soulevées au niveau de l'échelle d'une commune. Et pour cela, j'invite aujourd'hui Vanessa Miranville, qui est maire de La Possession et qui est particulièrement investie dans la transition écologique et toutes les problématiques d'innovation dans les villes. Et bonjour Vanessa Miranville. Bonjour. Bienvenue. Merci de l'invitation. Donc, la ville de La Possession est particulièrement connue au niveau de la Réunion pour ses innovations, notamment sur la transition écologique. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'échanger avec vous pour partager cette expérience et essayer de comprendre comment vous êtes organisé pour aller vers ces stratégies, quelles sont les principales actions que vous menez au niveau de votre territoire et de situer ces actions par rapport effectivement à d'autres organismes qu'on peut avoir dans notre environnement, donc la région, les intercommunalités, peut-être aussi les quartiers, les associations, et de voir finalement qu'est-ce qu'il revient à la ville de gérer et qu'est-ce qui revient peut-être aux autres acteurs de s'occuper. Donc je vous propose de partir sur un sujet qui vous intéresse fortement au départ, c'est je pense la transition écologique, et de comprendre comment vous portez des innovations dans votre territoire et peut-être comment le numérique, au travers de ces notions de ville intelligente qui introduisent quand même des notions derrière qui souvent apportent des innovations alors qui peuvent amener du numérique, mais bien souvent qui apparaît à un certain niveau d'échelle, eh bien ces éléments interviennent. Alors, pour moi, déjà, ce qu'il faut avoir en tête quand on est dans la transition écologique, c'est de trouver un équilibre entre le bien-être et le confort des habitants, parce que, évidemment, en tant que maire, en tant qu'élu, c'est la priorité qu'on a, le confort aujourd'hui, mais aussi la préservation de l'environnement pour demain, pour nos enfants qui le méritent amplement. Et donc, dans cette optique-là, c'est comment être dans l'efficacité, voire l'efficience, dans la sobriété, notamment en termes de consommation de nos ressources, et comment faire en sorte qu'on utilise le numérique, mais pas que, parce que pour moi, la ville intelligente, c'est l'intelligence combinée des êtres humains avec celle de la technologie ou du numérique, mais comment on utilise tout cela ensemble pour permettre donc ce confort d'aujourd'hui, mais qui soit préservé aussi pour les générations futures. Alors, on voit qu'effectivement, vous êtes bien dans l'esprit de la définition qu'on avait posée de la ville intelligente, où le citoyen, finalement, rentre au cœur de la problématique et la technologie, finalement, est juste un relais qui vient en support et vraiment, le citoyen est à la base de l'ensemble de votre décision. Peut-être que vous pouvez nous donner quelques exemples, notamment sur le volet de gestion des ressources, d'optimisation des ressources, si on est un peu dans la sobriété, le volet sobriété. Alors, par exemple, on va commencer avec l'eau, qui est quand même, on le sait, malgré toute l'eau qui tombe sur la Réunion, une ressource qui est extrêmement précieuse. Donc, la gestion qu'on fait, par exemple, de nos arrosages, c'est d'avoir placé des capteurs de pluviométrie, donc qui mesurent s'il a plu récemment et qui ne vont pas arroser si effectivement la pluie est tombée quelques heures ou auparavant. Ça nous permet évidemment d'économiser la ressource, d'économiser aussi financièrement, ce qui est toujours bon à prendre. Ensuite, on a tout ce qui est autour de l'énergie.
par exemple sur notre écoquartier cœur de ville, nous sommes en train d'instrumenter tous nos appartements. Donc chaque habitant aura dans son appartement un boîtier qui va lui permettre de connaître sa consommation énergétique en temps réel. Et des personnes seront formées pour du coaching énergétique, c'est-à-dire aller chez ses habitants et pouvoir leur expliquer. Regardez, là, vous avez une lampe halogène. Quand vous l'allumez, votre consommation, elle grimpe en flèche. Votre appareil électroménager, il est de classe D. Ça aussi, ça fait grimper votre consommation. Alors que si vous prenez un appareil de classe A ou B, vous allez pouvoir économiser en énergie et donc aussi financièrement. Donc on essaye vraiment à l'échelle des citoyens aussi, à travers ça, de les sensibiliser. Et bien évidemment, à l'échelle plus collective, on a posé des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments et on fait en sorte de gérer de façon intelligente le smart grid, l'énergie qui est produite par le bâtiment, qui par exemple va alimenter des voitures électriques. On en a acheté une quinzaine pour la mairie et on veut développer l'usage de la voiture électrique sur la commune, même pour les particuliers, et donc faire en sorte que ces panneaux alimentent ces voitures et puissent ensuite permettre aussi d'alimenter les logements, les commerces, sachant que justement ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mix. Les commerces fonctionnent plutôt la journée, les logements plutôt la nuit. On essaye d'utiliser les choses de façon rationnelle et intelligente. Donc, si je comprends bien, on voit bien que la commune va intervenir finalement sur l'équipement de ses propres bâtiments, en fait, en utilisant une énergie propre. Et elle va également accompagner les consommateurs, puisque vous n'êtes pas fournisseur d'énergie, mais vous allez les accompagner au travers d'appuis, au travers de ressources de personnel qui vont en fait faire comprendre aux habitants comment ils peuvent changer leurs habitudes pour la consommation énergétique. Exactement. Sur le volet de nos propres bâtiments, moi j'appelle ça l'éco-exemplarité. On ne peut pas demander aux citoyens d'avoir des gestes écologiques si soi-même, en tant que collectivité, on ne montre pas le chemin et l'exemple. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par cela. On a équipé nos bâtiments, alors que ce soit bâtiments administratifs, écoles, gymnases, de panneaux photovoltaïques. Et maintenant on développe ça donc à l'échelle des bâtiments de logement ou de commerce. Et ensuite on essaye également de voir comment, à travers cette aide au numérique, on peut sensibiliser les gens, on peut les amener à des changements de comportement. Moi, c'est vraiment un volet aussi qui est extrêmement important, c'est que on a une fracture numérique aujourd'hui, parce que certaines personnes sont très à l'aise, notamment les plus jeunes générations, avec le numérique, mais il ne faut pas qu'on oublie toutes les personnes, souvent par exemple les seniors, qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et qui pour autant ont tout intérêt eux aussi à connaître ça. Par exemple, on fait des formations à nos seniors pour aller sur Skype, pour aller sur son mail, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas, par exemple, payer ses impôts autrement qu'en se créant un mail, en ayant un compte Internet, etc. Donc ces conseillers numériques permettent à ces seniors de faire leurs démarches administratives, mais aussi à travers, par exemple, donc je disais Skype, de voir les petits-enfants qui sont en métropole et qu'on n'a peut-être pas vu depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment accompagner tout le monde pour être le plus à l'aise possible. Alors soit faire avec ou faire à la place d'eux pour ceux qui vraiment sont éloignés, ou pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, leur apprendre à faire, leur faire une première fois et puis ensuite les laisser en autonomie. Donc on a aussi tout un volet inclusion de la population, quelle que soit finalement leur culture et leur niveau d'âge, et en fait un accompagnement en fait global vers ces nouvelles solutions. J'aurais voulu voir un peu avec vous sur le volet transition écologique, tout ce qui était également mobilité. On a effectivement bien compris qu'au niveau d'une commune, on peut changer des habitudes à l'intérieur de la commune au travers de la flotte de véhicules de la commune. Mais les habitants aujourd'hui changent aussi d'habitude en mobilité. On voit des trottinettes, on voit des nouveaux éléments de mobilité arriver. Ces nouveaux éléments de mobilité souvent viennent en conflit quelque part avec les usages aussi sur le territoire. Comment vous gérez ça au niveau de la commune ? Alors, effectivement, nous, on a développé les trottinettes électriques parce qu'on on estime vraiment que c'est un moyen de transport qui est un peu hybride entre la marche à pied qui est très bonne pour la santé, et on la favorise à travers des voies dédiées, mais quand on a des distances un peu longues, les gens ne vont pas forcément les faire à pied. Intermédiaire donc entre cette marche à pied et le véhicule, la voiture individuelle. Donc la trottinette, elle a pris sa place, on va dire, sur
sur des emplacements d'ailleurs dédiés, hein, parce que c'est important justement qu'elles n'envahissent pas l'espace public de façon anarchique. Donc on a des emplacements bien précis sur lesquels 70 trottinettes aujourd'hui et d'ici la fin de l'année, plus d'une 150aine sont à disposition des citoyens. Au total, on a plus de 3000 inscrits sur l'application qui permet d'utiliser ces trottinettes et plus de 10 000 trajets qui ont déjà été effectués en un peu plus d'1 an. Donc c'est quand même vraiment voilà, une réussite et ça prouve bien qu'il y a un besoin d'avoir ces solutions de déplacement alternatives. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas occulter la problématique de comment vivre ensemble sur l'espace public et notamment sur la route, parce qu'on n'a pas forcément des voies dédiées aux trottinettes, donc elles sont, quand il n'y a pas de piste cyclable, sur la chaussée. Et c'est vrai que voilà, y a un respect des automobilistes envers les trottinettes et inversement des trottinettes envers les automobilistes qu'il faut voilà, répéter régulièrement, parce qu'il y a des risques, il y a vraiment un risque Là, ce sont des messages d'accident. de communication, c'est ça? Ça passe par des messages de communication? Exactement, oui. Donc, par exemple, on a préconisé à travers des affiches et tous nos supports de com d'avoir un casque pour se protéger déjà, d'avoir le gilet jaune, voilà, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants de moins de 16 ans qui utilisent ces trottinettes, voilà, parce qu'il faut quand même un certain degré de maturité pour les utiliser correctement. Voilà, donc on essaye vraiment de sensibiliser dans ce sens-là. On est en train de réfléchir sur les vélos électriques également, que l'intercommunalité a développé, elle, sur une location longue durée, hein, le TCO. Et voilà, nous, on regarde comment entrer en complémentarité, peut-être sur des locations de plus courte durée. On a aussi des feux intelligents, parce que même si on est en voiture, il y a aussi des possibilités pour éviter qu'on ne reste trop longtemps dans sa voiture, dans des embouteillages ou à chercher une place de parking. Donc, des feux intelligents qui voient sur quel axe on a des voitures et qui ne vont pas passer le feu au vert s'il n'y a pas de voitures qui sont sur cet axe-là. Parce que c'est vrai que parfois on est à un feu rouge et on attend et en fait il n'y a personne qui passe dans l'axe perpendiculaire, ce qui est un peu dommage. Pareil sur le stationnement, on essaye de mettre en place dans cet écoquartier du stationnement, alors on appelle ça foisonné, c'est-à-dire justement les mêmes stationnements la journée pour les commerces, le soir pour les logements, avec des capteurs intelligents qui permettent de savoir, voilà, là il reste des places de parking disponibles à tel endroit du parking ou ailleurs, pour ne pas avoir à chercher et à tourner en rond indéfiniment. Donc ça c'est important. D'ailleurs je repense, quand je parle de feu intelligent, on a aussi l'éclairage intelligent sur les voies douces notamment. On a commencé à le mettre en place, c'est-à-dire que s'il n'y a personne qui passe sur la voie, l'éclairage est éteint et il ne s'allume que quand il détecte un piéton, une trottinette ou un vélo qui passe. Et ça, on veut essayer de voir à le généraliser sur l'ensemble de notre éclairage. Donc on comprend bien que finalement, à votre niveau, à l'échelle d'une commune, il y a quand même tout un axe de possibilités d'action sur en fait ce volet transition écologique, hein, où on peut amener à une meilleure sobriété de gestion des ressources, hein, quoi. Et on a commencé à comprendre que finalement, ça pouvait aussi jouer sur la qualité de vie, qu'il y avait certains éléments qui rentraient en ligne de compte, notamment dans la mobilité. Malgré tout, ça va changer des habitudes qui peuvent amener vers la meilleure qualité de vie. Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur la qualité de vie où finalement la commune peut intervenir ? Alors, je pense par exemple au confort thermique, parce qu'on le sait, on est dans un pays où il fait très chaud. Et pour autant, c'est un défi qu'on s'est lancé, nous, c'est de ne pas avoir de clim dans notre écoquartier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des capteurs de température qui ont mesuré, alors dans cet écoquartier, dans des logements, mais aussi dans certaines de nos écoles, celles où il fait le plus chaud, la température pour mesurer cette température et regarder son évolution selon aussi certaines pratiques. Par exemple, on a découvert qu'il suffit que nos agents, la veille au soir dans l'école, laissent entrouvert les NACO pour que le matin, ou le matin quand ils arrivent très tôt, pour que à 8 heures, la température de la salle soit bien inférieure que si on a laissé tout fermé et que c'est seulement à 8 heures à l'arrivée de l'enseignant qu'on ouvre un petit peu les volets. Donc ça, c'est des petits gestes on va dire, de pratique et d'usage qui permettent de voir qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer le confort thermique.
On a aussi sur le confort de vie, on parlait de mobilité, mais il y a aussi un aspect confort. Par exemple, le fait de pouvoir faire de l'autopartage. On est en train de développer cela à travers, pareil, une application où, au lieu de posséder une voiture, et d'ailleurs c'est un principe général pour moi qu'il faut développer, c'est le remplacement de la possession d'objets par l'usage de ces objets. Quand on regarde une voiture, dans une journée, elle n'est en train de rouler qu'à peu près 5% de son temps. Le reste, elle est stationnée quelque part et elle ne bouge pas. Donc, partager une voiture en se disant, voilà, ce matin, c'est telle personne qui l'utilise, et puis l'après-midi, c'est une autre personne. Bon, nous, on le pratique déjà dans les flottes de véhicules de la commune. Et là, on veut le généraliser aux citoyens pour éviter, peut-être à ceux qui habitent dans cet écoquartier, qui est construit, et ça, c'est important aussi, l'aménagement du territoire intelligent, qui est construit donc avec tout qui a moins de 10 minutes à pied ou à vélo. Donc on a les logements, mais on a aussi des commerces, on a des bureaux, on a les crèches, on a l'école, on a le terrain sportif, on a un lieu culturel à proximité. Donc voilà, c'est faire en sorte vraiment que dans le quotidien, je peux aller déposer mes enfants à l'école, acheter la baguette de pain, aller au travail, tout ça sans avoir besoin de voiture. Quand j'ai besoin d'une voiture ponctuellement, parce qu'évidemment, voilà, le week-end, on veut aller battre carré, voilà, voir la famille, etc., je n'aurai pas besoin de posséder une voiture toute la semaine pour m'en servir que le week-end. Je vais pouvoir simplement la louer pour quelques heures. Oui, en fait, c'est vraiment des nouveaux modes surtout sur lesquels les jeunes sont très attirés sur ce mode d'approche où en fait on possède plus en fait l'ensemble des choses et en fait on est capable finalement de partager des ressources avec plusieurs autres personnes et on voit effectivement que ces éléments vont nous amener peut-être vers un sujet qui est assez souvent abordé dans les villes intelligentes, qui est l'e-gouvernance. Ça veut dire que finalement, ces solutions, elles sont souvent mises en place avec le citoyen au travers d'échanges, de retours d'informations, avec une administration qui finalement utilise de nouveaux modes d'interaction avec ses citoyens. Est-ce que sur ces sujets, vous avez développé des applications d'échange, vous avez proposé des choses au niveau de la commune? Alors oui, parce que pour moi, c'est vraiment fondamental quand on gouverne, quand on veut pouvoir prendre les meilleures décisions, de pouvoir y associer largement les citoyens. Donc, on a développé des applications, mais je dis en préambule, pour autant, on continue aussi à avoir du contact direct, c'est important. Il y a des personnes qui ne vont pas aller sur Internet pour répondre à des questions, des sondages ou signaler des choses. Donc voilà, le contact téléphonique, le contact physique, aller en porte-à-porte dans les quartiers, on continue à le faire en parallèle. Les deux, pour moi, sont vraiment complémentaires. Mais donc, sur l'aspect numérique, par exemple, on a une application qui s'appelle Intramuros. Et donc, c'est une application qui existe à l'échelle nationale et que chaque commune qui le souhaite paye pour pouvoir l'implémenter sur son territoire. Cette application, elle nous permet premièrement de communiquer auprès des citoyens. Quels sont les services et à quels horaires ils ouvrent, ils ferment, à quels endroits ils sont situés, parce qu'on a des services un peu éclatés, donc voilà, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver. Où sont les écoles, où sont les aires de jeu, les terrains sportifs. On est allé aussi sur un autre volet, c'est celui des commerces. Donc on a proposé à chaque commerçant de s'identifier, de pouvoir mettre son Facebook ou son offre du moment, de pouvoir peut-être même à terme faire comme on appelle une place de marché virtuelle, c'est-à-dire offrir des réductions, voilà, parce que j'ai acheté dans tel commerce, j'ai ma carte de fidélité entre guillemets virtuelle qui me permet de pouvoir acheter aussi dans un autre commerce à côté. Enfin, voilà, donc ça c'est important pour nous d'avoir ce mode de communication, évidemment aussi sur tout ce qui est événement de la ville, pour que quand on organise un événement culturel, sportif ou autre, on puisse prévenir les citoyens. Et d'ailleurs, il y a un type d'événement, moi, qui me tient à cœur, ce sont les actions éco-citoyennes, justement. Une fois par mois, on propose aux citoyens qui le souhaitent de venir rejoindre les équipes de la ville pour planter des arbres, pour nettoyer un quartier, pour l'embellir, par exemple en repeignant un mur qui n'a pas été peint depuis trop longtemps. Voilà, et ça permet vraiment d'impliquer concrètement les citoyens dans la vie de leur ville et de leur quartier.
Et à l'inverse, on a aussi sur cette application la possibilité de faire des remontées d'informations. C'est-à-dire que, par exemple, les citoyens qui sont constitués en association nous font remonter quelles sont les activités proposées, à quelle heure et à quel endroit. Ils nous font des signalements. Quand il y a un nid de poule, un éclairage public qui ne fonctionne pas, un dépôt sauvage, voilà, ils vont faire la photo et nous signaler j'habite à tel endroit et il y a tel problème. Et nous, on est en réactivité derrière. Et enfin, ils nous font des remontées via des sondages auxquels on demande aux citoyens de participer. Par exemple, quand il y a un choix de nom de rue, parce que comme on construit des nouveaux quartiers, on a des nouvelles rues à inaugurer. Ou alors, quand on fait nos orientations budgétaires pour l'année, on est en plein dedans en ce moment, et qu'on doit décider est-ce qu'on fait tel projet ou tel projet, on va sonder les possessionnés pour leur demander qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Alors, effectivement, vous nous aviez parlé tout à l'heure d'accompagnement, hein, et on voit bien que finalement ces services nécessitent aussi un niveau d'appropriation. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'organise au niveau de la ville, de chez vous, cet accompagnement? Alors, on a déjà des médiateurs dans chaque quartier qui sont disponibles dans les maisons de quartier. Donc, les citoyens peuvent venir. On a des ordinateurs en accès libre ou accompagnés par le médiateur, voilà, pour être vraiment en proximité. Ensuite, on a des conseillers numériques. On en a 2 pour la ville, le centre-ville. Et on a une maison France Service à Dodane et une autre à La Nouvelle, à Mafate, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une partie du territoire possessionné inclut quelques îlettes de Mafate. Et donc, on fait en sorte, à travers ces conseillers numériques et ces maisons France Service, d'avoir des personnes là qui soient formées vraiment pour permettre d'accompagner les gens sur l'ordinateur pour leur démarche alors de CAF, de Pôle emploi, pour postuler en ligne sur des offres d'emploi, pour demander telle aide sociale. Voilà, donc on a vraiment fait en sorte que personne ne puisse se sentir démuni face à la question du numérique. On a parlé beaucoup de citoyens et j'aimerais qu'on voit un petit peu le volet économie, le volet entrepreneuriat, le volet entreprise. Est-ce que finalement ces éléments vont rebondir sur le volet économique et notamment le volet peut-être innovation, économie circulaire? Il y a peut-être tout un ensemble d'éléments qui sont tirés par cette approche-là au niveau de la ville. Oui, alors je parlais tout à l'heure des commerces qui justement peuvent mieux se faire connaître à travers notre application et l'évolution vers une place de marché. On essaye aussi de voir à terme comment on peut mettre en relation les uns avec les autres, parce que c'est vrai que quand on regarde, par exemple, une entreprise peut avoir des déchets qui devient une matière première, une matière première secondaire, mais quand même une ressource pour une autre entreprise. Donc ça s'appelle l'écologie industrielle. Donc ça, c'est plus au niveau de l'intercommunalité qu'on le travaille, mais en tant que vice-présidente au développement durable et à l'innovation, je travaille sur ces sujets et on regarde comment les développer aussi à une échelle communale. Faire en sorte de mettre en relation les uns avec les autres, donc au niveau entreprise, mais aussi au niveau associatif, pour que on puisse ne pas jeter, par exemple, des palettes d'un côté, alors que peut-être ces palettes peuvent être réutilisées par quelqu'un d'autre pour les retaper et en faire quelque chose. Alors, on voit effectivement qu'il y a des liens qui finalement existent entre l'intercommunalité et la commune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'établissent ces liens? Alors, je suppose qu'il y a commune, il y a aussi quartier, quoi. Du coup, il y a des échelles, des niveaux d'échelle. Est-ce qu'il y a des relais? Comment se passe l'interaction avec l'ensemble des autres acteurs, finalement, des territoires intelligents? Au niveau des quartiers, c'est vraiment nos médiateurs qui sont dans les quartiers, mais nos élus aussi, qui sont chacun dans un quartier différent, qui nous permettent d'avoir cette liaison. Les moyens de communication aussi, qui permettent d'aller en direct auprès des citoyens. Les associations qui sont aussi des acteurs de terrain et les commerçants aussi. Donc voilà, on voit qu'on a un ensemble d'acteurs qui permettent justement de faire le lien entre ce qui se passe dans chaque quartier, puis ce qui remonte au niveau, on va dire, de la gouvernance communale. Et pour ce qui est du lien entre communes et intercommunalité, justement, les signalements qu'on reçoit, les citoyens, eux, vont pas forcément chercher à savoir, tiens, est-ce que ça c'est la compétence de la ville, de l'intercommunalité? Donc ils nous signalent tout.
ils vont nous signaler le chien errant, le problème d'eau potable ou d'assainissement, ou le problème de bus, et tout ça, ou le problème de ramassage de déchets. Et tout ça, ce sont des problématiques qui en fait sont des compétences de l'intercommunalité. Donc voilà déjà comment on fait le lien, c'est qu'on nous on capte toutes ces demandes, ces doléances, et on les fait remonter à l'intercommunalité. Et inversement, quand l'interco a des messages à faire passer, on va les relayer inversement. Donc on essaye vraiment d'être en interaction, on va dire de réactivité, parce que c'est vrai que ce qui fait que le citoyen voit l'intérêt du numérique, c'est que ça lui fasse gagner du temps. D'ailleurs, c'est un des volets qu'on a vraiment aussi développé, nous, à notre échelle, que l'Interco développe et qu'on doit absolument mailler pour que ce soit justement intelligent, c'est la dématérialisation. Quand je parle de notre application, on a aussi une application au niveau de l'intercommunalité, et c'est pas forcément pertinent que ce soit deux applications différentes. Ça serait beaucoup mieux que l'ensemble des communes de la même interco plus l'interco, on soit tous sur la même application. Donc c'est des discussions qu'on est en train d'avoir. Et on a aussi la dématérialisation, par exemple, des procédures ou des démarches. Aujourd'hui, un citoyen positionné veut emprunter, ou d'ailleurs, qui veut emprunter un ouvrage dans notre médiathèque, il peut aller sur Internet, regarder le logiciel pour savoir, tiens, est-ce que cet ouvrage existe à la médiathèque? S'il n'existe pas, il peut faire une demande pour qu'on commande l'ouvrage. Et quand il arrive, il est prévenu et il peut venir chercher son ouvrage. Il sait aussi combien de temps il lui reste avant de devoir rendre ses ouvrages. Pareil sur les démarches de demande de documents d'état civil, d'inscription sur les listes électorales, de location de maisons de quartier pour le week-end, pour des événements familiaux ou associatifs. Tout ça se fait aujourd'hui en ligne sur des formulaires éditables ou remplissables en ligne, et qu'on envoie directement sans avoir besoin de se déplacer. Et volet important aussi, c'est les parents et les familles qui peuvent faire l'inscription pour la cantine, pour le périscolaire, pour toutes ces activités, les crèches. Tout ça, on peut aujourd'hui le faire en ligne, payer en ligne, pour ne pas avoir à se déplacer. Et ça, c'est, je pense, vraiment appréciable, parce que beaucoup de gens aujourd'hui travaillent pendant les horaires où nous, on est ouvert. Et cherchent du temps. Oui, oui. On a vu pour le niveau région, les intercommunalités, la notion d'open data était un sujet assez important à traiter. Est-ce que ce sujet est aussi présent au niveau de la commune ? Alors oui, parce que nous aussi, on est fournisseur de données, et ça peut être enrichissant, par exemple pour quelqu'un qui a un projet de commerce, d'avoir nos données. Et là, ce qui a été vraiment réussi, c'est que c'est la région qui a lancé un open data, un portail sur lequel chaque intercommunalité ou chaque commune va venir mettre ses données, mais pour que tout soit, on va dire, stocké au même endroit. D'accord, vous alimentez en fait une base commune pour l'ensemble de la région. Exactement. D'accord. Et est-ce que ça nécessite de nouvelles compétences au niveau de la ville? Est-ce que finalement, on voit bien qu'il y a quelques années, peut-être les gens qui étaient employés dans une commune avaient certains profils. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'introduction du numérique, est-ce que finalement, il y a d'autres compétences qui commencent à arriver dans les administrations des villes? Ah oui, clairement, le numérique amène un changement. Certains métiers, par exemple de rédaction, de l'écrit ou de l'accueil physique, on a besoin de moins de monde. Parce que forcément, quand la moitié, voire le 3/4 des gens font leur démarche en ligne, on a besoin de moins d'agents pour accueillir physiquement. Donc voilà, on apprend aussi à nos agents à évoluer dans leur métier, à se mettre au numérique. Moi, je trouve aussi que l'intelligence artificielle, elle commence à arriver dans nos vies et dans nos communes. ChatGPT, par exemple, permet d'écrire des courriers pour les gens qui sont en peine sur ce métier-là, sur ce domaine-là, et ça revient remplacer une autre compétence qu'on avait, ce qui était les écrivains publics. Voilà, donc on regarde comment faire évoluer les métiers, et clairement il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, ou en tout cas où on a des besoins, justement pour gérer une Smart City, tout ce qui est numérique, tout ce qui est le back-office en fait, de tous ces logiciels, de toutes ces applications, comment faire en sorte qu'elles correspondent vraiment à nos besoins. Parce que c'est vrai que souvent, ce sont des logiciels standards
Et on se rend compte, bah oui, mais nous, il nous manque une brique pour pouvoir faire ça en plus, ou là, c'est pas adapté au contexte, par exemple, de la Réunion, au contexte tropical, insulaire. Voilà, donc on a besoin de gens qui sont capables comme ça de nous faire du sur-mesure. Eh bien, merci Vanessa d'avoir échangé en fait sur toute une gamme de problématiques finalement qui relèvent des sujets aujourd'hui portés par une ville. Je pense que ça nous a permis de comprendre comment un élu ou une commune va pouvoir intervenir, quelles actions elle peut mettre en place. Et puis, ça nous a permis d'échanger ces informations avec peut-être un ensemble de personnes qui vont pouvoir s'approprier votre expérience et puis peut-être les mettre en œuvre dans d'autres contextes. Je vous remercie pour cet échange. Merci à vous aussi, et voilà, au plaisir, au plaisir. De se revoir, et surtout de voir la Smart City se développer à La Réunion. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.